Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, merci d'être venus ce soir. Bonsoir, Dr Pouchet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Ouais, donc, tu es là ce soir pour l'apparition de ton premier roman, Pourquoi les oiseaux meurent, position finitude. Et alors, une fois n'est pas coutume, comme il est presque 20 heures, j'avais envie de commencer par une petite vidéo de journal télévisé, une petite archive qui peut-être t'a inspiré, ou en tout cas qui va directement nous plonger dans le sujet, je pense. Excellent. Ce mystère maintenant en Arkansas, c'est un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Jones. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passe. En tout, ce sont plus de 2000 carouges à épaulettes qui se sont abattus dans un rayon d'un kilomètre. J'ai cru que le maire se fichait de moi quand il m'a réveillé en pleine nuit en me disant « Il y a des oiseaux qui tombent du ciel ». Mais le plus effrayant, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune explication officielle. Les oiseaux sont-ils morts foudroyés, victimes de la grêle en altitude? Certains avancent même la thèse d'un feu d'artifice qui aurait fait paniquer les animaux. Les carcasses sont en cours d'analyse. Les autorités écartent la thèse d'un empoisonnement, mais voir des hommes avec masques et combinaisons ramasser les cadavres ne rassure pas franchement les habitants. On ne nous dit rien et ça fait peur à tout le monde. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Une simple coïncidence selon les autorités. Alors, on a un mi-chemin entre Groland et X-Files. Mais bon, alors est-ce que tu as. Déjà, est-ce que tu connaissais cette chute? Et est-ce que tu as une explication? Alors je crois que je ne connaissais pas cette vidéo, et donc c'est un peu troublant parce que j'ai l'impression presque d'avoir complètement plagié cette vidéo sans la connaître. Mais je connaissais cette pluie, l'histoire de cette pluie dans l'Arkansas. Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. J'ai l'impression un peu que c'est comme mon anniversaire, enfin un mélange entre mon anniversaire et le pot de la thèse que je n'ai jamais accompli. Donc, mais il y a aussi des gens que je ne connais pas, donc bonjour aussi aux gens qui ne me connaissent pas. Et donc, oui, je suis véritablement tombé sur des nouvelles telles que celle-ci en Arkansas et ailleurs. Et en fait, c'est quelque chose dans ce genre-là qui a en effet lancé le désir d'écrire ce livre. C'est-à-dire que je suis tombé sur ces pluies d'oiseaux morts et en fait, j'ai pas vu des vidéos comme ça, mais j'ai vu dans mon esprit ces images de ces pluies. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que je trouvais ça à la fois effrayant comme ces Américains qui sont en effet très américains. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait une forme de beauté, enfin, c'est un peu étrange de dire ça, mais une forme de poésie dans cette image d'oiseaux qui tombent, donc d'oiseaux qui sont censés avoir, qui perdent leur essence première, c'est-à-dire la capacité de voler, et qui chutent comme ça. Donc il y a quelque chose aussi de très silencieux finalement, c'est une sorte de catastrophe, mais minime, un peu ridicule aussi. Et donc ça m'a plu et ça a occasionné est arrivé dans mon esprit la première image et la première phrase qui ne ment pas sur le projet du livre, qui est donc il avait plu des oiseaux morts. Et à partir du moment où j'ai eu cette phrase, en fait, je parle tout seul, j'ai l'impression comme les écrivains. C'était en fait ma première question. Il y a un panel de premières phrases assez connues dans la littérature française. Donc la tienne, c'est il n'avait plus des oiseaux morts. Ouais. Je voulais savoir si justement ça avait toujours été la première phrase de ton premier roman ou si ça avait été vraiment le point de départ absolu de ce roman. Ouais, alors en fait, avant ça, j'avais un autre projet de livre qui était le projet d'un bestiaire, d'un autoportrait bestiaire. Donc j'accumulais des histoires d'animaux et je voulais essayer de raconter mes obsessions à travers les animaux. Donc c'était moi et les méduses, moi et les pieuvres, moi et les bactéries. J'avais un peu du mal à construire ce livre qui était un peu bégayant, informe et donc je cherchais, en fait, j'attendais l'histoire qui allait faire en sorte que je réussirais enfin à mener un projet jusqu'au bout, parce que j'avais plein de projets abandonnés, des débuts de trucs qui ne fonctionnaient pas. Et donc les oiseaux, bénédiction du ciel, les oiseaux sont tombés et la première phrase est arrivée, il avait plus des oiseaux morts.
Et à ce moment-là, j'ai eu, je crois, le sentiment qu'il y avait un mystère assez fort pour que j'ai envie de le raconter. Et je ne savais pas très bien ce qui m'obsédait ce qui m'a fasciné dans ce mystère. Et donc l'envie, c'était aussi de savoir pourquoi ça me fascinait. Une sorte d'envie double où je me suis dit, qu'est-ce qui te fascine tant dans une chute d'oiseaux, alors que je m'intéressais aux oiseaux, mais comme pas mal d'entre nous, je n'ai aucune qualification ni d'ornithologue, ni de passion animale. Je m'y intéresse comme je m'intéresse à d'autres choses. Et donc là, il y avait en effet un point de départ où je me suis dit, peut-être que cette enquête, elle va me soutenir assez pour qu'il y ait un récit, un roman et un point final à ce roman. Parce qu'il est plusieurs fois fait mention dans le roman un carnet. Du coup, je me demandais si c'était un carnet de brouillon de tentatives, ou justement le carnet d'un ornithologue amateur, puisqu'il y a quand même, donc je viens de répondre un peu, il y a un bestiaire assez précis. Et donc je me demandais si tu avais vraiment poussé la recherche à étudier les oiseaux vraiment de façon très, très, très précise. Oui, alors en fait, j'ai véritablement mené cette enquête sur les pluies d'oiseaux, et même plus largement les pluies animales et les animaux, c'est-à-dire que je crois que j'ai en tout cas accumulé un certain nombre d'histoires d'oiseaux qui apparaissent dans le livre. J'en ai quand même enlevé certaines de peur d'épuiser le lecteur, mais j'ai véritablement mené cette enquête qui m'a mené à la fois jusqu'à des histoires qui concernent Mao, qui décide en 1958 d'exterminer tous les moineaux du ciel chinois en 3 jours. Extermination incroyable. Il mobilise toute la Chine pour faire en sorte d'abattre les moineaux un à un. Du bruit à tous les habitants. Voilà, en fait, il demande à tous les Chinois d'agiter des lance-pierres, de taper dans leur casserole pour que les moineaux ne puissent plus se poser à terre et meurent d'épuisement. Et voilà, et en fait, je menais cette enquête, et c'était très étrange parce que j'avais l'impression que, à force de rechercher, il ne me tombait dessus que les histoires d'oiseaux, un peu comme si le réel devenait plastique et que, ça marchait, quoi. C'est-à-dire que l'enquête se déroulait. Et par ailleurs, après cette découverte par le narrateur de ces pluies d'oiseaux morts, il décide de s'embarquer puisque les pluies ont lieu le long de la Seine, près de Rouen, près du village où il a grandi, à Bon-Secours, et il décide de s'embarquer sur une péniche pour descendre la Seine jusqu'à ce village pour observer ce qui a bien pu se passer près de la Seine. Et donc je me suis aussi non pas embarqué sur une péniche parce que en fait les prix étaient trop chers, entre 600 et 900 € pour faire un voyage jusqu'à Honfleur. J'avais à la fois, j'aurais pu peut-être emprunter de l'argent, mais j'ai décidé de faire ce voyage en voiture. Donc j'ai loué une petite voiture rouge. Pourquoi je dis qu'elle est rouge, c'est un fait de réel qui n'apporte rien à la conversation, mais et j'ai loué une petite voiture et donc j'ai descendu la Seine de Paris à Rouen, et un peu après j'ai mis 8 heures pour faire ce trajet qu'habituellement on fait en environ 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et c'était une étape aussi très importante, c'est-à-dire que c'était pas une enquête, mais j'avais l'impression un peu comme un cinéaste qui va se repérer des décors. Et là aussi, sur ce chemin et à Rouen, il m'est tombé dessus, j'ai l'impression d'être un peu comme un illuminé, mais des personnages me sont tombés dessus. Je suis arrivé à Rouen, et la première chose que je fais à Rouen, c'est que je vais dans la cathédrale, et dans la cathédrale arrive, déambule une certaine Madeleine, une femme complètement folle en fait, mais qui m'a complètement fasciné, qui accusait à peu près tous les prêtres de la paroisse, qui était dans une sorte de discours un peu dingue, mais qui m'a fasciné, avec qui je suis resté environ 1 heure et demie aussi, je l'ai enregistré, et je savais qu'en fait c'était déjà un personnage de mon livre. Et donc j'ai l'impression là une sorte d'état de grâce où il me suffisait d'avancer en Normandie pour que les personnages, les épisodes de mon livre arrivent. En fait, cet état de grâce n'a pas duré très longtemps parce que je prenais des notes, je prenais des photos, mais à un moment donné, il a fallu reprendre mes notes, organiser les choses pour que le récit fonctionne. Alors, tu es allé un peu vite parce que là, je t'en prie, tu étais déjà descendu du bateau. Ouais. Moi, je voulais encore un peu revenir sur ces anecdotes d'oiseaux. Remarquez que je n'ai pas encore fait de jeu de mots entre Mary Mocker et ton livre. Ça manque. Ça me dérange. Ça me dérange quand même. Je me suis promis de me retenir. Je voulais que tu nous parles du Pigeon Project. Et si voilà. Aucun problème. J'imagine. Qui a l'air très sérieux aussi.
Oui, alors toutes les différentes anecdotes qu'il y a dans le livre sont des anecdotes tout à fait attestées, c'est-à-dire que j'aurais été complètement incapable en fait d'inventer des histoires aussi hallucinantes. Et l'une des premières que je raconte, que je vais raconter vite, que certains ont lu, que vous découvrirez, c'est l'histoire d'un véritable projet mené par un ingénieur américain, psychologue et ingénieur américain qui s'appelle Skinner et qui en 43-44, à un moment où le radar n'est pas encore inventé, mène à un projet qui s'appelle le Pigeon Project. Et donc en fait son projet c'est de faire en sorte que les missiles balistiques soient guidés par des pigeons. Les pigeons en fait, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que ce sont des animaux extrêmement intelligents. On a un mépris très fort pour les pigeons, alors que les pigeons sont capables notamment d'intégrer des comportements, d'apprendre des comportements de façon assez sophistiquée. Et donc il réfléchit à éduquer les pigeons pour que ces pigeons frappent sur une cible et guident les missiles. Donc je suis tombé, ça c'est une histoire que j'avais dans mes notes depuis très longtemps, et donc c'est Pigeon Kamikaze. Et donc cette histoire, c'est un ingénieur en balistique que le narrateur rencontre sur ce bateau, le San Princess, sur lequel il embarque, qui lui raconte. Tu m'as dit que tu voulais lire un petit extrait, est-ce que tu veux en lire un premier maintenant ou... Ouais. Maintenant. Non, pas maintenant, mais c'est pour une petite enchaîner ensuite sur d'autres choses parce que ça parle pas que d'oiseaux. Non. Donc si tu veux, mais sinon on continue. Ouais, un peu plus tard. Un peu plus tard. Excellent. Doucement. Et ben on va te chauffer. Alors on va un peu quitter le monde des animaux à plumes. Il est fait parce que c'est pas qu'une enquête sur les oiseaux, c'est aussi la déambulation. Alors c'est la formule n'est pas de moi, c'est ce river trip, mais la déambulation d'un jeune homme un peu perdu, peut-être un peu échoué, qui s'appelle Pouchet. Et alors tu fais plusieurs fois référence en fait, pardon, c'est de l'autre côté, pardon, à la notion, alors que tu appelles une première fois un bon naufrage, et que ensuite sous une citation de Michaud que je vais vous dire, que tu dis: si tu es un homme appelé à échouer, n'échoue pas toutefois n'importe comment. Et alors moi ça m'a fait penser à une phrase d'un autre grand optimiste de Sioran, qui dit que rater sa vie, c'est accéder à la poésie sans le support du talent. Alors je voulais savoir si... qu'est-ce que c'est que cette idée de beauté dans l'échec, ou de se tromper, mais de se tromper bien? Excellente question. Alors, peut-être que je vais dire deux mots sur ce personnage, en effet, donc le narrateur qui est un jeune homme alors qui s'appelle Pouchet, mais qui n'a pas de prénom, ce qui me permet, moi, lâchement, de ne pas me reconnaître complètement dans ce personnage. C'est une sorte de double, mais de réinvention de moi. J'ai aucun lien avec la Normandie. C'est évidemment, il y a beaucoup de coïncidences dans ce livre avec ce que j'ai pu ressentir dans ma vie, mais il y a aussi beaucoup d'inventions. Et donc ce personnage, en effet, est un personnage un peu flottant qui, dit-il, a la vie sur le bout de la langue, donc a du mal à rentrer dans la vie, à s'inscrire dans la vie adulte, dans l'action, et qui s'embarque aussi finalement comme dans un récit d'aventure pour vivre une aventure et pour accomplir quelque chose. Il a avant ça abandonné pas mal de choses, il y a eu pas mal de chutes avant ses chutes d'oiseaux, la chute de la thèse qu'il a abandonnée, la chute d'un amour, une famille un peu aussi marquée par diverses chutes. Et du coup ce chemin, ce trajet, c'est aussi un trajet vers son enfance, vers la maison où il a grandi, vers un père qui s'est un peu absenté. Et donc la question, c'était la question d'échouer bien, du bon échec. En fait, c'est vraiment quelque chose d'optimiste pour moi. Enfin, la phrase de Michaud est très optimiste, c'est-à-dire qu'on est très marqué, je crois, par cette idée de réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Et ce jeune homme, justement, se demande comment réussir sa vie, alors qu'il a l'impression que tout lui pèse sur les épaules, qu'il hérite d'une cascade de souffrances, que la vie est une sorte d'impasse. Et finalement, il mène cette aventure, qui est une aventure un peu... qui a quelque chose d'un peu dérisoire. Tout le monde se fout complètement de ces chutes d'oiseaux, c'est le seul à s'y intéresser. Mais il la mène justement pour mener à bien quelque chose et en se risquant à échouer. Et donc, il trouve différents modèles de cet échec positif, de ce ratage réussi au cours de sa quête. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est une réponse. De la même façon, tu dis qu'il a,
le narrateur a une affection particulière pour les bègues, et tu dis qu'il a sa vie au bout de sa langue. Ah non, sinon je peux lire ce passage si vous voulez. Bah, t'as l'air d'être chaud, là. Tu veux, Ouais, pourquoi pas. Ça décrit assez bien qui est cette. À quoi ressemble cet être humain. Ah, c'est là. C'est une page cornée, donc Jonathan, ça a dû lui plaire. le micro. Bah ouais, enfin, c'est utile. Donc c'est. Bon, c'est page 114. Mais je ne spoil pas grand chose. Allez, dis-moi les raisons véritables de ton enquête, a-t-elle ajouté. J'étais troublé. Je ne voyais pas ce que la vérité et la raison venaient soudain faire ici. Ces questions faisaient chanceler la construction de récits et anecdotes que je multipliais dans l'espoir d'en assurer la cohérence. En dégager la logique et la genèse devenait une épreuve. Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Il ne me venait que les synonymes des mots angoisse et désœuvrement. J'ai essayé de parler de ma thèse à l'abandon, puis de mon père, puis je me suis mis à bégayer pour de bon en tentant de raconter le projet d'une aventure qui, tu vois, pourrait enfin... Elle m'a coupé. C'est drôle, dès que tu dois t'expliquer, tu bafouilles. On dirait que tu as la vie sur le bout de la langue. Clarisse était un poisson-chat nyctalope qui distinguait très bien les rochers dans les mers nocturnes. C'était une évidence dont j'attendais qu'elle soit si explicitement formulée. J'avais la vie sur le bout de la langue. Et peut-être était-ce pourquoi je m'étais retrouvé sur une péniche à guetter les oiseaux morts sur les rives, à mener une enquête pour laquelle personne ne m'avait missionné et dont pas mal d'êtres humains se foutaient. Donc oui, certes, bien sûr que oui, j'avais la vie sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue, les engagements, les choix, les aventures de l'esprit, la vie sociale et les conquêtes. J'avais l'impression de passer ma vie à ne pas articuler complètement ce qui m'arrivait et à sacrifier tout un tas de syllabes, de mots et de phrases projets. Je lui ai alors avoué ma passion pour les bègues et pour leur vulnérable grâce. Je ne sais pas bien pourquoi, mais tous les bègues me bouleversent. Bégayer est une façon d'être entre la vie et la mort, constamment, lui ai-je dit. Je m'en sens solidaire. Bègues de toutes les langues, unissez-vous. Tu sais, suspense. Je pense souvent à toutes les phrases dont il doit faire le deuil, au nombre de remarques remises à plus tard, aux bons mots mort-nés. Imagine tous les rebonds bloqués à l'intérieur. Les bègues sont comme condamnés à l'esprit d'escalier, à vie. Cela m'a redonné de l'élan. Un bègue, tu vois, c'est un cimetière immense de phrases. Certaines, parfois, après un effort insurmontable, se relèvent malgré tout, comme des morts vivants, bras en avant, effarées elles-mêmes de marcher à l'air libre. Des phrases zombies. Merci. Donc une fois sur la... Ça casse l'ambiance. Non, pas du tout. Pas du tout. Une fois sur la terre ferme, il va ensuite continuer son enquête, qui va le mener au muséum, puis à la bibliothèque. Et alors il va tomber sur Félix Archimède Pouchet, qui est pas du tout un ancêtre à toi, et qui lui aussi, à sa façon, a réussi son échec. Alors est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce personnage? C'est un personnage qui est important dans le chemin du livre, qui est un peu une sorte de... Enfin, oui, quelque chose qui arrive, que le narrateur découvre en arrivant à Rouen. Il arrive dans le muséum et il voit la statue de ce type qui s'appelle Félix Archimède Pouchet. Et il enquête un peu sur cette personne et en fait, il se rend compte que c'est un homme qui est resté connu uniquement par un seul fait. Et c'est comme ça qu'il apparaissait dans les dictionnaires avant d'en disparaître, hélas. Il est connu comme celui qui a perdu contre Pasteur. Perdu donc, dans une controverse importante, comme le XIXe siècle savait les créer, autour de la génération spontanée. Donc en fait, ce Félix Archimède Pouchet défendait la théorie de la génération spontanée, c'est-à-dire la possibilité que de la vie naissent, donc c'est évidemment non pas de la vie humaine, mais des petits animalcules qui, dans un contexte favorable, pouvaient naître sans parents, donc sans génération. Et à cette occasion, Pasteur s'oppose très fortement à Pouchet et finit par humilier Pouchet en montrant qu'en fait, évidemment, ce n'est pas de la vie qui naît spontanément, mais ce sont des microbes invisibles même au microscope. Et donc, et néanmoins, Félix Archimède Pouchet, qui est un type vraiment avec qui je me suis senti une sorte de fraternité étrange, reste sur son avis premier, maintient sa théorie de la génération spontanée, et meurt même en défendant cette théorie, alors même que donc l'Académie des sciences l'a déclaré
très, très beau perdant face à Pasteur. Et cette histoire, évidemment, elle m'a plu pour plusieurs raisons. Il y avait cette coïncidence onomastique. En effet, Félix Archimède Pouchet, a priori, je n'ai absolument aucun lien avec cette personne, mais ça m'a plu d'imaginer qu'on pouvait avoir un lien, que c'est une sorte d'ancêtre rêvé. Et évidemment, l'autre chose, c'est que la théorie qu'il défend, c'est la théorie de la génération spontanée. C'est lui-même quelqu'un qui a été donc, orphelin assez tôt, et le fait qu'il défende cette possibilité eh bien, de naître et voilà, d'être sans parents me plaisait particulièrement dans l'idée justement d'un personnage qui réfléchit à comment construire une vie, comment éviter la pesanteur que peut représenter un héritage, et comment voilà, se séparer de ce que j'ai appelé cette cascade de souffrance qui le précède. Et donc ça m'a semblé une théorie qui peut-être, si elle n'avait pas de validité biologique exacte, avait une validité ou un intérêt poétique et philosophique extrêmement grand. Mais c'est un personnage que tu connaissais avant ou tu es tombé dessus en faisant tes recherches? Là, on rentre dans la triche absolue qu'est l'écriture d'un roman. Oui, je connaissais en fait son existence avant. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi choisi de m'embarquer sur la scène. Je voulais qu'on y arrive, mais là, j'ai peur de défaire toute la... Alors, il n'y a pas de... Mais j'ai choisi aussi la scène pour d'autres raisons, que peut-être je peux évoquer, parce que ça me semble très important. Donc je voulais que ce soit un roman d'aventure. J'avais vraiment dans l'idée de faire l'île au trésor. Quoi. Mais évidemment, ça me semblait impossible de faire l'île au trésor, parce qu'aujourd'hui, hélas, ou peut-être tant mieux, l'aventure totale est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que s'embarquer... Enfin, je voulais pas imaginer m'embarquer sur le bateau à proue bleu marine d'Ulysse en mer Égée ou sur un beau paquebot dans le golfe du Mexique. Je voulais que l'aventure elle soit au pied du narrateur, c'est-à-dire qu'il décide voilà, de s'engager dans un territoire très proche et qui est néanmoins de l'aventure, qui est de l'aventure à proximité, qui est une forme d'exotisme de proximité. Et en fait, cette traversée sur les boucles de la Seine, et c'est aussi ce voyage que j'ai fait moi, m'a frappé parce qu'il y avait, je me suis dit, il y a de l'aventure en fait à mener et à découvrir, y compris très proche de l'aventure dans un muséum d'histoire naturelle de province, dans un train corail qui transporte des gens vers le Havre, sur une péniche qui transporte des personnes âgées un peu fatiguées. Et néanmoins, si on regarde, si on est attentif et si on est disponible à ce que le réel nous propose, au minuscule et à l'étonnant, il y a de l'aventure à mener. Et c'est peut-être en ça que le livre est, pour moi en tout cas, un livre assez optimiste. C'est-à-dire que pas mal de gens m'ont dit, oui, c'est quand même un peu pesant ton livre. Il y a ces oiseaux morts, il y a cet apocalypse, il y a toute la pesanteur de la famille et de ce lien brisé avec son père. Or pour moi, mais c'est aussi peut-être parce que c'est mon premier livre et que du coup j'étais content de l'avoir fait, d'être allé au bout. Mais pour moi, il y a vraiment une sorte d'engagement vers une libération et vers une façon de regarder le monde qui peut créer de l'aventure, ou disons de la micro-aventure pour être peut-être plus modeste. Non, mais c'est un livre très drôle. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, alors, c'était une de mes questions que je ne t'ai pas posée. Justement, là, tu faisais référence parce que c'était ton premier livre. Je voulais savoir comment on se porte après la sortie de son premier roman et comment on accompagne ce premier bébé. Je suis extrêmement épuisé. On se porte d'abord... Non, mais je suis très content. En fait, j'ai l'impression quand même d'avoir mis 32 ans à l'écrire. Donc c'est quand même quelque chose d'important, de très joyeux aussi, qu'il soit lu par des gens très proches, aussi de très étranges, par des gens très proches et des gens très, très lointains. J'ai l'impression un peu que c'est comme une sorte de... J'aime bien un type qui dit qu'en fait on écrit pas, on écrit un peu comme on poste une petite annonce dans le journal, dans l'idée que on cherche des interlocuteurs, on cherche des gens qui vont nous comprendre. Et donc voilà, ma lettre a été postée à la poste, et donc maintenant j'attends que les gens ouvrent ou non l'enveloppe, qu'ils s'en emparent, qu'ils soient indifférents s'ils veulent. Enfin, non, je suis très content.
Pour revenir à Pouchet, alors il y a de Pouchet à Pécuchet, il y a 2 lettres, et donc il y a plusieurs fois Flaubert comme ça qui apparaît dans le roman, et parce que je crois que il y a peut-être le père ou le fils, enfin les profs, il y a une histoire de perroquet et de personnages inspirés, donc il y a comme ça plusieurs petites pastilles de Flaubert, je voulais un peu ton avis sur Flaubert. Ouais, ou pourquoi comme ça tu t'as distillé un peu de Flaubert à droite à gauche. Oui, là c'est vraiment une coïncidence, c'est-à-dire qu'en effet Félix Archinel-Pouchet est lié à Flaubert par son fils. En fait, Flaubert a suivi les cours de médecine de Félix Archinel-Pouchet, il était très proche de Georges Pouchet, sans doute Georges Pouchet qui lui a prêté le perroquet qui a servi de modèle au perroquet qui apparaît dans Un cœur simple, la nouvelle des 3 contes. Et donc Pouchet est arrivé en fait simplement à cause de... non, pas Pouchet, Flaubert est arrivé à cause de la Normandie, mais en fait j'ai pas pensé à lui véritablement. En fait, c'est peut-être que simplement si on navigue en Normandie et si on navigue littérairement, et ben on tombe sur Flaubert. Mais à aucun moment j'ai imaginé suivre. Enfin, c'est pas du tout une source d'inspiration. Enfin, je l'ai lu à l'école. Non, c'est évidemment très, très beau, mais je suis pas sûr qu'il y ait des liens très forts entre Flaubert et ce livre. Mais peut-être des liens que j'ignore. Non, c'était plus pour l'explication du ouais. rapport entre partage. Non, il n'y a pas, j'en ai pas vu moi. Je me sens pas Flaubertien. Est-ce que peut-être vous avez des questions? Je sais pas. Est-ce que tu veux lire un deuxième extrait? Est-ce que vous voulez que je lise un deuxième extrait? Avant de passer au champagne. Ouais. Ah oui, je peux lire un extrait qui me plaît bien. Il y a pas mal... c'est un drôle de truc aussi de sortir un livre parce que j'ai l'impression que il faut réussir à continuer à l'aimer, même si c'est un livre que j'ai écrit maintenant il y a 1 an et demi et que parfois je vais pas faire de... Je vais pas m'inauder. Il faut que je retrouve le passage. Je connais assez mal ce livre. Enfin, c'est le passage une lettre de sa grand-mère. Je sais plus dire, en fait. Pendant ce temps, vous pouvez poser des questions, manifester. Non, mais pardon, c'est très agréable. J'aurais dû préparer mieux cette rencontre. Je sais pas si tu te souviens, en fait, c'est... Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. En fait, voilà, je vous dirai après pourquoi est-ce que je veux lire ce passage, mais parce qu'en fait, ce passage, c'est une sorte de passage qui s'est véritablement réalisé, qui se réalise maintenant depuis que le livre est sorti, et même un peu avant que je l'ai envoyé à certains de mes amis. Donc c'est un dialogue entre un des personnages que le narrateur croise sur le livre, qui s'appelle Jean-Pierre, et qui est très intéressé par l'enquête que mène le narrateur. Et donc il est tombé sur des canards morts près d'une centrale nucléaire. J'ai tout de suite pensé à vous quand j'ai vu ça. Je serais bien venu vous chercher, mais je ne connais pas le numéro de votre cabine, et puis le bateau allait partir. Pour déjeuner, Jean-Pierre m'a apporté une photo de 5 canards morts, retrouvés non loin de la centrale. Ce devait être une nouvelle preuve, ou du moins une piste qu'il faudrait remonter. Pourtant, je ne savais pas quoi dire. Il a repris. Avouez que c'est étrange tout de même. Ces 5 oiseaux tués, alignés sur la rive. J'ai tout de suite pensé à vous. J'ai été touché qu'il ait pensé à moi en voyant les oiseaux morts. C'était la 2e fois qu'il me le confiait. Un jour, me suis-je dit, je serais peut-être associé automatiquement à ces volatiles décédés. On se passera le mot. Dès qu'un oiseau tombera, on pensera à moi. Mon image apparaîtra après les accidents aviaires, au terme des grandes chasses. Grives, faisans, pigeons bramiers, perdrix rouges, colverts ou bécasses. Lorsqu'on verra l'animal à terre, ensanglanté, dans la gueule de son chien, on pensera à moi. Je serai là pour les animaux tombés du nid qu'on n'aura pas sauvés. J'ai tout de suite pensé à vous, me diront-ils, m'écriront-ils. J'occuperai les esprits des vétérinaires, euthanasiant les perruches domestiques trop malades pour survivre. On sentira ma présence dans l'abattoir au moment d'étourdir
avant de les saigner, pintades, oies et poulardes. Je sais pas si je continue un tout petit peu. Après, il y a un passage qui est important pour moi, ce qui parle de ma grand-mère. À l'âge de 11 ans, j'avais ramassé un petit pigeon blessé dans le jardin de ma grand-mère. Il avait une aile cassée et à la fin des vacances, on ne savait pas s'il s'en sortirait. Ma grand-mère en prenait soin en mon absence. Elle m'envoyait de ses nouvelles par lettres. Je suis retombé longtemps après sur une de ces cartes postales qui disait seulement « Bravo pour les 11 ans de mon petit-fils. Tous mes souhaits les meilleurs et tous mes vœux. Je t'embrasse très fort. PS, le pigeon va très bien. » La phrase « le pigeon va très bien » m'avait accompagné longtemps, comme un message codé. Et j'imagine, sans m'en souvenir précisément, la joie enfantine que j'avais pu ressentir en la lisant la première fois le jour de mon anniversaire. Ce post-scriptum retrouvé, trace écrite de la douceur de ma grand-mère, m'émouvait encore. Même si autour de moi les oiseaux tombaient par centaines, même si la logique aviaire débloquait pas mal, je pouvais me rassurer en répétant cette phrase, pure et simple comme une leçon de langue étrangère niveau grand débutant. Le pigeon va très bien, le pigeon va très bien. Voilà, le pigeon va très bien. Est-ce que vous avez des questions? Nous, on aime bien conclure Malmoqueur par un petit conseil littéraire, pas du libraire. Donc, si tu en as un pour nous, je t'en avais parlé. Oui, tu m'en as parlé. Je t'en avais parlé, donc ne fais pas l'étonner. Sinon, tu passes à la signature tout de suite. Il y a un livre qui est pour moi essentiel et qui a été essentiel pour l'écriture de ce livre. C'est un livre d'un type qui s'appelle Frédéric Berthet et qui s'appelle Daimler s'en va. Daimler s'en va, c'est l'histoire d'un type qui se présente comme un enquêteur dont les affaires ne marcheraient pas très fort et qui vit aussi des centaines d'aventures minuscules. Son psychiatre part aux Barbades avec sa femme et bon, ils finissent par se jeter par la fenêtre. C'est un livre qui allie cette intelligence très forte et un mélange de légèreté et d'inquiétude. Et c'est ce mélange, cet équilibre entre légèreté et inquiétude que j'espère trouver quand j'écris. Donc voilà, Daimler s'en va, Frédéric Berthet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon.